Vous avez l'habitude de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous à cette émission Focus Hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes descendus à la prestigieuse université de Kinshasa, UNIKIN, pour vous faire vivre la défense du mémoire du CT Mboudi Shams, qui revient un tout petit peu sur le bloc Fossé des Boma. Vous allez donc suivre en détail, suivre également différentes interventions du professeur Dominique Wechondo, qui est le promoteur de ce sujet de mémoire. Un témoignage également de participants. On va se retrouver pour se dire au revoir. Ce travail a été réalisé par M. Louis et a eu pour promoteur le professeur docteur ingénieur Dominique Wechondo Songa. Au sommaire de notre travail, nous allons commencer par la présentation de la zone d'étude. Ensuite, la problématique et l'intérêt du sujet, les objectifs poursuivis, le matériel et méthodes utilisés, le résultat obtenu ainsi que leurs interprétations. Et nous allons finir par une conclusion ainsi que des perspectives. Présentation de la zone d'étude. Située en onshore du bassin côtier de la RDC, au niveau de l'extrême est de ces bassins, et encadré par les coordonnées géographiques ici présentées, les fossés des Boma est délimité au sud par les fleuves Congo, à l'ouest par les blocs Ndunda et Mavuma, au nord par les blocs Mavuma, ainsi qu'à l'est par des formations précambriennes du socle. Problématique et intérêt du sujet. Les fossés des Boma, ces blocs pétroliers créés par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2011, modifiant et complétant celui du 5 octobre 2010, est localisé à côté des blocs pétroliers sous licence d'exploration, mais fort malheureusement, ces blocs n'ont jamais été attribués aux opérateurs pétroliers et n'a jamais fait partie de 25 blocs pétroliers ayant fait l'objet des appels d'offres lancés en 2022 par les gouvernements pétroliers congolais. Pour la simple raison, ces blocs présentent un contexte géologique encore très mal connu et surtout très complexe car les formations du socle y sautent aux yeux. De ce qui précède, nous avons formulé les questions des recherches ci-après. Premièrement, à quel niveau seraient les avancées des études exploratoires de ces blocs? Deuxièmement, les rôles sédimentaires du bassin côtier de la RDC s'étendent-elles jusque dans ces blocs? Et quelle en est la nature? Troisièmement, peut-on y estimer la profondeur maximale des sédiments? Et enfin, quelles sont les potentialités pétrolières de ces blocs en termes de roches-mères, roches réservoirs, couverture, indice de surface et aires de piégeage du pétrole? Les présents travaux présentent donc un double intérêt. D'abord, du point de vue scientifique, ils contribuent à l'amélioration de la connaissance géologique de ces blocs et frayent un chemin vers une étude doctorale. Sur les plans professionnels, ils contribuent à la phase de pré-exploration et surtout à la constitution du dossier géologique du bloc Fossé des Boma. Les objectifs poursuivis sont les suivants. L'objectif général est celui de faire une étude géologique afin de caractériser les formations géologiques du bloc Fossé des Boma en vue de dégager son intérêt pétrolier. Les objectifs spécifiques fixés sont les suivants. Premièrement, faire de la cartographie géologique du Fossé des Boma en confrontant les résultats issus du traitement des images satellitaires à ceux des travaux de vérité terrain. Deuxièmement, analyser les linéaments géologiques et géophysiques dans la zone d'étude. Troisièmement, décrire et identifier les lithofaciès de ces blocs. Et enfin, déterminer la profondeur maximale des sédiments ainsi que des dépôts centres, voire les hauts fonds. Et pour finir, nous avons déterminé les éléments de son système pétrolier. Les matériels et méthodes utilisés sont les suivants. D'abord, pour réaliser ce travail, nous avons suivi 4 principales étapes, à savoir, premièrement, la documentation ainsi que l'acquisition des données. Cette étape a commencé par une revue de la littérature reprenant les aspects tant géographiques que géologiques de la zone d'étude. Ensuite, nous avons acquis des images satellitaires. Il s'agit notamment de l'image radar Alos Pulsar DEM de l'agence japonaise JASA avec une résolution spatiale de 12,5 mètres. Il nous a fallu 2 scènes de cette image mosaïquée afin de couvrir la zone d'étude. Ensuite, nous avons acquis des images de type optique, Landsat 8 ainsi que Sentinel 2.
L'étape suivante a consisté à l'acquisition des données magnétogravimétriques. Pour ce faire, nous nous sommes servis des données gravimétriques du Bureau gravimétrique international suivant les modèles WGM de 2012. Il nous a fallu un total de 616 stations avec une maille de 3,7 km pour couvrir la zone d'étude. Pour ce qui concerne les données magnétiques, nous nous sommes servis du modèle WDMAM avec un total de 340 stations, une maille de 5,5 km. Les données d'inclinaison et de déclinaison magnétique ont été tirées du modèle de l'IGRF. L'étape d'acquisition des données a été réalisée au bureau. Concernant la deuxième étape des travaux de terrain, celle-ci a commencé par une prise de contact avec les autochtones sur terrain. Ensuite, nous avons réalisé 5 longues coupes géologiques au niveau de la zone d'étude, partant du sud vers le nord de la zone d'étude. La longueur totale linéaire de ces coupes a représenté 76,145 km. Ensuite, nous avons décrit et échantillonné différents faciès au niveau de la zone d'étude et prélevé des mesures structurales. Nous avons totalisé 89 stations d'observation et échantillonné 83 échantillons des roches. Un élément très important, c'est qu'au niveau de la zone d'étude, au niveau de sa partie nord, nous avons localisé une zone où il y avait sointement des hydrocarbures de pétrole. Et aussi, il a été renseigné de la présence des puits d'eau qui ont été forés au niveau des villages Sengi et Pita. Ces derniers ont été fermés et remblayés suite au venue des hydrocarbures. Les valeurs des porosités et des perméabilités ici des différents essais ont été très intéressantes. Et d'après la classification des René Cossé, les différentes roches analysées présentent des porosités et des perméabilités allant des moyennes à bonnes. Une esquisse géologique de la carte de la zone de titre a été réalisée, montrant non seulement la présence du socle précambrien, mais aussi des formations sédimentaires allant du Crétacé inférieur au Quaternaire. Nous avons réalisé ces différentes coupes géologiques, et comme nous pouvons les remarquer, il apparaît évidemment la limite entre les socles ainsi que les roches sédimentaires. Les linéaments extraits des limaces satellitaires, parmi lesquels 112 ont été validés sur terrain, ont de leur part aussi montré une orientation préférentielle, d'abord suivant la direction nord-ouest, ensuite la direction nord-est. Sur le plan structural, cette direction nord-ouest a été aussi confirmée par certains auteurs tels que Kalalantumba, le fait professeur, paix à son âme, Gires ainsi que Songani, et on dit que la direction nord-ouest serait en fait la conséquence des différentes contraintes tectoniques à la base de l'ouverture de l'océan Atlantique. Et s'agissant de la direction nord-est, elle serait en fait l'expression de quelques failles précambriennes ou de l'extension à terre de quelques failles transformantes, parmi lesquelles il y a une qui est suivie par les fleuves Congo dans la zone. Nous avons confirmé une existence d'une bonne corrélation entre la carte géologique réalisée et celle de la densité des linéaments. En ce sens, là où nous avons de faibles densités de linéaments, sur la carte géologique, nous remarquons la présence des roches sédimentaires tabulaires. Alors qu'au niveau où nous avons de très fortes densités de linéaments, nous avons la présence d'un socle précambrien très fracturé. Concernant la carte gravimétrique, nous avons aussi remarqué une bonne corrélation entre celle-ci et la carte géologique. Et au niveau des zones où nous avons de faibles anomalies gravimétriques, nous avons remarqué aussi la présence des roches sédimentaires, ce qui vient évidemment confirmer qu'il existe bel et bien la présence des dépôts centres ou soit des dépressions à ces niveaux. Sur le plan pétrolier, les différentes roches sédimentaires cartographiées représentent environ 49,7% de la superficie de la zone d'étude, alors que le reste serait couvert par les socles précambriens. Les sens possibles de migration des hydrocarbures ont été modélisés, pouvant aller des différents défauts centres mis en évidence vers des probables pièges qui peuvent être très bien identifiés par sismique. Les indices de surface ont été remarqués au nord de la zone d'étude, comme nous l'avons dit tantôt. Comme conclusion est perceptive, nous pouvons retenir ce qui suit. Du point de vue structural, nous avons remarqué une très bonne corrélation entre les linéaments extraits sur image satellitaire, ceux validés sur terrain, ainsi que les linéaments magnétogravimétriques montrant une direction préférentielle nord-ouest, suivie de nord-est. 6 dépôts centres ont été identifiés avec des profondeurs allant de 1,7 à 4,37 km.
Les lithos faciès ont été essentiellement métamorphiques, magmatiques et sédimentaires. Des roches mères potentielles carbonatées ont été reconnues, des roches réservoirs potentiels identifiés. À l'absence d'échantillonnage ou d'affleurement d'hydro-OMN ou des argilites de Bukomazi, les calcaires de type microspharétique joueraient le rôle des roches couvertures. Des indices de surface ont été aussi localisés au nord-ouest de la zone d'étude. Comme perspective doctorale, chers éminents professeurs, nous avons remarqué en consultant les portails en ligne du cadastre minier un certain chevauchement entre les blocs fossés des Boma et certains permis de recherche des substances minérales. Il s'agit notamment de l'argent, de l'or, du fer, ainsi que des phosphates appartenant à la société Alamanda Trading SRL. Sur base de ces constats, et à la lumière des résultats présentés ici, nous confirmons d'abord l'existence d'un potentiel pétrolier dans la zone d'étude, mais aussi d'un potentiel minier devant être très bien analysé. Ainsi donc, nous avons défini les différentes perspectives ci-après. Premièrement, acquérir des images satellitaires à haute résolution ainsi que des données magnétogramétriques au sol afin de mettre en évidence les proto-prospects structuraux ainsi que des zones potentielles de minéralisation. Deuxièmement, planifier et réaliser un levé géologique détaillé suivi d'une campagne géochimique de surface sur toute l'étendue de la zone d'étude et surtout au niveau des zones des cibles de minéralisation. Troisièmement, prélever et soumettre les échantillons à différentes analyses, entre autres pétrographiques, géochimiques et minéralogiques. Enfin, retracer l'histoire tectono-sédimentaire, magmatique et métamorphique de la zone d'étude afin de très bien comprendre les contextes structurels et lithostratigraphiques de la zone d'étude. Ces aspects seront donc abordés et traités dans une dissertation doctorale sous le thème « Détermination des potentialités pétrolières et minières du bloc fossé des Boma en onshore du bassin côtier de la RDC ». Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, distingués invités, merci pour votre attention. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci beaucoup, monsieur. Puisque c'est un examen, nous allons passer chacun des membres du jury à 10 minutes, comme je disais tout à l'heure. Alors, je vais commencer par l'extrême gauche. D'abord, ce travail vient de mettre en évidence un système pétrolier à bombe qui n'était pas connu. Ça, c'est une grande trouvaille. Deuxièmement, il vient de mettre en évidence les calcaires. La ville de Boma, je la connais suffisamment, et par la littérature, et par même ma présence, parce que j'y vais souvent. Quand on lit la littérature ancienne, on n'a jamais parlé de calcaire à Boma. Mais c'est toi qui viens de découvrir. Merci. Coup de chapeau. Merci pour ça. Quand cela ne tienne, toutes les roses ont des épines. Hein? Sur le plan forme d'abord, si on va à la page 3i de ton travail, 3i. Deuxième paragraphe. Là où tu commences par « Je remercie ». Ça va? Ok. Puis, Je suis pour ça. ok. La dernière ligne. Qui ont mis leur savoir au profit afin que ce travail s'achève. Non. Au profit de qui? C'est mal dit. Merci. Moi, je pense que c'est le mot qui convient ici, c'est mettre leur savoir à contribution. Nous avons mis, les encadrés ont mis leur savoir à contribution pour l'avancement de ton travail. Merci pour ça. Donc là, tu voudras bien. Sur le plan forme, je t'amène à la page 145. Page 145. C'est celle-là. Où tu nous présentes une jolie carte géologique, mais que moi j'estime illisible. Illisible pourquoi? Parce qu'il y a confusion de couleurs. Au point où on ne sait pas bien, cette carte-là, quelqu'un ne peut pas l'utiliser.
Je peux prendre pour exemple. Regarde les amphibolites. Ce que tu as mis entre parenthèses, les gneiss amphibolitiques ont pratiquement le même figuré que les micachistes. On ne sait pas distinguer. Il y a une confusion. Quand quelqu'un veut retrouver ces micachistes, est-ce qu'on est micachistes, est-ce qu'on est amphibolites, ça pose problème. Il y a donc un problème de nuances de couleurs. C'est pour ça que souvent, quand il y a plusieurs couleurs, il faut éviter. Je préfère utiliser d'autres figurés sur la carte géologique. C'est mieux expressif. Donc, je pense qu'il y a vraiment confusion. Quand on regarde le Pliocène sur ta légende et les néogènes, où est la différence? Où est le néogène? Où est l'autre? Confusion de couleurs. Donc, pour moi, cette carte-là, si tu dois poursuivre dans les mêmes domaines, elle doit être améliorée. Parce que déjà, même à l'époque, avec la carte des feux Kalala, il y avait cette confusion de couleurs. Et toi, tu es allé dans le même sens. Il n'y a pas d'amélioration. Merci pour ça. Je vais revenir sur cette carte, sur le fond. J'enchaîne directement avec le fond. Cette carte géologique est issue de la confrontation de tes propres données avec les données de la littérature. J'aurais bien voulu que tu y marques les calcaires que tu viens de découvrir. Ça doit se remarquer. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que ça se remarque? Ça, c'est un. Des deux, j'aimerais bien que tu me précises la position structurale de ces calcaires. C'est important. Si on se réfère à la lithostratigraphie du bassin côtier, où est-ce que tu mets ces calcaires? Ça, c'est un. Des deux, ces calcaires que tu viens de mettre en évidence, relation structurale avec le grès que tu as signé. J'aimerais savoir si ces grès, c'est ce qu'on appelle dans la littérature les grès littoraux. Donc, ces relations sont importantes. Pourquoi? Je te l'avais dit quand il rédigeait ce travail. Je me suis dit, on ne doit pas aller dans le même sens que... On n'est pas obligé d'aller dans le même sens que tous les anciens auteurs. Est-ce que ce calcaire que tu viens de mettre en évidence n'est pas structurellement dans le même sens que les grès littoraux? Si c'est le cas, à ce moment-là, le terme grès littoraux doit changer. Je préfère qu'on parle de la formation littorale qui engloberait à ce moment-là le fameux grès et ce calcaire que tu viens de mettre en évidence. Donc, ça, il faut vraiment préciser. Ce calcaire, tu l'intègres où? Dans la lithostratigraphie du bassin côtier. Où est-ce qu'il est? J'aimerais bien que tu me le dises. Je veux peut-être terminer par ceci. Quand on regarde vos coupes géologiques, est-ce qu'on peut projeter les coupes géologiques? J'en ai vu quelques-unes. Voilà. Ça, j'aimerais bien attirer l'attention de tous les chercheurs qui sont là. Ça, c'est une nouvelle façon de présenter une coupe géologique. Avec, en échelle d'abscisse, des subdivisions. Quand tu regardes tous les livres, tu ne verras pas ça. Je sais pourquoi tu es arrivé à ça. Tu voulais marquer la différence entre l'échelle de hauteur, de latitude et l'échelle de longueur. Oui. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'échelle de la carte. Celle-là, on la maintient pour l'altitude et on modifie l'échelle de longueur. Vous la modifiez, vous devez dire l'échelle de longueur modifiée. La modification consiste à quoi? Soit à la multiplier par un chiffre, par 2 ou par 3, soit à la diviser en fonction de ce que vous aimeriez. Mais ça ne se fait pas. Mettre les chiffres comme ça, là, sous la ligne d'abscisse, ça n'existe pas. Ça, c'est du nouveau. Donc, à revoir. À la page 127, on a montré l'image ici d'une lame mince. Là où il a parlé de gros cristal de percute et gros cristal de microcline.
Je peux réagir, Oui. monsieur le professeur? Non, mais tu as enregistré les questions, tu vas répondre. Et je peux te dire tout de suite que ce n'est pas un microfilm, c'est une pertite. Le minéral là est appelé pertite. Bien. Je vais atterrir, monsieur le président. À la page 55 de votre travail, vous nous présentez une carte de densité de linéament. Sur le plan structural, j'ai eu à discuter avec toi. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à ne pas faire apparaître. Sur le plan structural, ce n'est pas tout à fait la densité qui compte, mais ce sont les linéaments matérialisés individuellement. Les lignes, on va voir où sont ces linéaments. Ça ne se voit pas. La densité cache. Hein? La densité la cache. On ne voit pas les linéaments. Un travail pourtant intéressant. Je ne sais pas pourquoi tu évites. Donc, si tu dois continuer dans le même sens, je t'invite absolument à faire apparaître les linéaments et non les densités. Tu peux faire apparaître les deux, ce n'est pas interdit, mais celle des linéaments ne doit pas manquer. Plutôt que celle des densités, j'aurais bien voulu celle des linéaments structuraux. C'est ça qui manque dans ce travail. J'ai fini, s'il peut réagir. Merci, monsieur le professeur, pour vos différentes remarques d'abord que nous allons certainement prendre en considération. Et pour ce qui concerne les questions, d'abord concernant les grès que nous avons eu à mettre, ou soit les calcaires que nous avons mis en évidence dans la zone d'étude, d'abord, nous avons des calcaires mis en évidence au nord de la zone d'étude. Nous avons présenté dans les travaux une corrélation que malheureusement, faute de temps qu'on n'a pas pu présenter ici, qui lie au fait les différents grès, ou soit les différentes formations mises en évidence et à la lithostratigraphie du bassin côtier de la RDC. Au niveau de la page 171, oui, 171, la page. Président, on peut enchaîner puisque le pays dit ça. Dans ce cas, quelle est la relation structurale entre cette formation sédimentaire et le bloc précambrien? Nous avons affaire à une structure discordante parce que toutes les formations sédimentaires à ces niveaux, bien loin évidemment, nous avons des formations tabulaires, mais proches du socle, nous avons des formations à structure discordante. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons remarqué pour ce qui est des calcaires d'abord, mais aussi pour les grès que nous avons qualifiés de grès de Lukula. Quel type de discordance? Une discordance angulaire, bien entendu. Merci. Continue. Merci, monsieur. S'agissant des peltites non microclines, bon, nous avons élaboré les lames minces, nous les avons interprétées sur base de ce que nous avons trouvé comme résultat. Et en interprétant, nous avons pensé qu'avec cette macle polysynthétique, il s'agirait de peltites, de microclites bien entendu. Mais c'est une petite. D'accord, monsieur. C'est une petite. Nous nous inclinons devant cette orientation et nous allons améliorer. Merci, monsieur. Et enfin, pour la carte de la densité des linéaments, monsieur le professeur, nous n'avons pas seulement présenté la carte de la densité des linéaments, nous avons commencé d'abord par élaborer la carte des linéaments, d'abord. Mais qui est où que je ne vois pas? On peut s'orienter, vous pouvez même remonter, hein. Vous descendez. Juste après extraction, descendez, il y a une carte où nous présentons descendez, allez un peu plus vite, c'est un peu en bas. Oui, il y a celle-ci. Fort malheureusement, suite à l'échelle, évidemment, qui ne nous permet pas de bien visualiser les différents linéaments. C'était difficile d'agrandir. Bon, on ne il y a pas toujours un niveau où on ne sait plus agrandir. Les linéaments, ce sont des lignes. Oui, tout à fait. On ne les voit pas, elles sont. Mais si on essayait d'agrandir un petit peu... Justement, il faudra agrandir pour que les linéaments se voient. Ça doit être matérialisé.
Sinon, c'est muet. On ne voit pas les linéaments, on ne le voit pas là-bas. Merci, monsieur le professeur. Donc, nous sommes partis de ça, ce qui nous a donné environ 3129 linéaments. Ensuite, nous avons élaboré la carte de la densité des linéaments. Donc, je pense que c'est fini. Et pour la carte géologique? Oui, je vais devoir... La carte géologique, là, vraiment... Oui, encore une fois de plus pour cette carte-là, les différents motifs utilisés, si nous essayons de zoomer, d'ailleurs, je tiendrai compte aussi d'une des remarques du doyen qui m'a formulé. En principe, je devrais prendre toute une page pour cette carte. Vous agrandissez la carte. Pour agrandir, oui. Ça ne serait pas interdit. Oui. Toute une page peut être la carte géologique là. D'accord, monsieur. Et des fois même, si vous pouvez même aller un peu au-delà, un papier A3, complet dedans. Mais ce qui est intéressant est que les gens puissent utiliser cette carte telle qu'elle est là. Elle est inutilisable. D'accord, monsieur. Ça, je peux vous avouer. Nous verrons merci, comment... Monsieur le président du jury. Merci, monsieur. Terminé. Avant de passer la parole à l'intervenant, j'aimerais renchérir à la page 171. Vous avez fait une corrélation. Parce que c'était une préoccupation. Vous voyez, vous avez corrélé et vous avez... Il n'y a pas de sel dans le procédé. Est-ce que vous êtes sûr? Si je peux réagir par rapport à cette préoccupation, dire qu'il n'y a pas de sel, c'est trop fort. Mais nous disons plutôt en affleurement, non. Mais en profondeur, en réalisant des sondages, il est possible d'en trouver. Parce que si nous nous ramenons au niveau de la page structurale, de la carte structurale... Oui, là vous avez 4 km de profondeur. Oui, au niveau de la page 14, nous remarquons bien sûr que les sels n'arrivent pas en surface. Et je crois que c'est d'ailleurs ce que nous avons aussi remarqué comme réalité sur terrain. Les sels existent bien en profondeur, mais n'affleurent pas en surface. Vous avez de la chance, le public ne vous pose pas de questions parce qu'il n'est pas qualifié. D'accord, ce sont des licenciés, mais vous êtes venus apprendre. Et en tout cas, moi, je profite de ce que le professeur Ochondo a dit du candidat. Ça doit être un exemplaire pour tout le monde. Vous êtes tous des candidats. Il y en a qui ne savent pas comment se comporter vis-à-vis du maître. Ok? Il faut du respect, n'est-ce pas? Et il faut l'écouter. Il faut agir comme lui. Quand vous agissez comme votre maître, vous penserez comme votre maître et vous deviendrez le professeur associé de votre maître, n'est-ce pas? Mais si vous vous disputez, vous allez changer de promoteur plusieurs fois et vous n'avancerez jamais. Donc ça c'est un bon exemple du récipiendaire et bon exemple de l'encadreur. Nous devons suivre cet exemple-là. Alors, puisque les exposés sont terminés, nous allons passer au stade suivant, c'est coter et délibérer. L'an 2024, le 6e jour du mois de juin, le jury chargé d'organiser les examens en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies DEA en sciences et technologies, orientation géologie, par le chef des travaux Mboudi Diambo Shams, a reçu les examens et le mémoire ayant pour titre études géologiques et intérêts pétroliers du bloc fossé de Voma en onshore du bassin côtier de la RDC Congo, de la République démocratique du Congo, du candidat précité. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Le CT Mboudi Diambo Shams a obtenu le diplôme d'études approfondies DEA en sciences et technologies avec la mention
grande distinction. En foi de quoi, le jury a dressé le présent procès verbal fait à Kinshasa le 6 juin 2024. Le secrétaire du jury, professeur Tondozi, le président du jury, professeur Diemou Tchiban, les membres effectifs, le professeur Echon, le promoteur, le professeur Kanika Mayena, le professeur Bondo Muteba. Je vous remercie. Bon, ngaza mama ya mwasi na ye, Mousswamba. La CPI Makassi, ça se défendait très bien, sans peur. Donc c'était bien passé. La CPI Makassi, na komisi Nzambe, na mokola lelo, na wasali pona ye. Donc mwezonge pa na Nzambe. Merci. Alors, moi c'est professeur Dominique Richondo Somba. Je suis le promoteur de ce travail. L'apprenant, c'est monsieur le chef de travaux Mboudi Diambou Shams qui est présent ici. C'est un travail qui a duré 2 ans. Okay? Et M. Shams est ingénieur en exploration pétrolière. Et il est venu à la mention géosciences pour pouvoir présenter son DEA en sciences et technologies dans ce travail intitulé « Études géologiques et intérêts pétroliers du bloc fossé de Boma en onshore du bassin côtier de la RDC ». En tout cas, le bloc a été longtemps méconnaissable à cause de sa géologie très complexe, mal connue, du point de vue pétrolier d'abord, mal connue, et puis on a supposé que l'intérêt pétrolier n'y était pas. C'est comme ça que ce bloc n'a même pas été sélectionné, ne fait même pas objet de beaucoup de travaux qui se réalisent même au niveau du ministère des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, avec ce travail, nous pouvons l'affirmer, compte tenu des études qui ont été réalisées, que ce bloc présente un intérêt pétrolier qui a été démontré. Le premier intérêt, c'est que le bloc est couvert par des roches sédimentaires à la hauteur d'environ 50%. Le chiffre exact qui a été obtenu, c'est 49% de terrain sédimentaire qui se trouve dans le bloc fossé de Boma. Alors, à l'époque, on croyait qu'il n'y avait que des roches de type métamorphique et de type magmatique qui étaient présentes dans ce fossé-là, dans ce bloc-là. Et alors, compte tenu de ça, l'intérêt pétrolier a été négligé. Et si aujourd'hui cela est confirmé, nous considérons que le travail ici est un dossier géologique. Le dossier géologique, c'est l'élément principal pour qu'un bloc soit mis sous appel d'offres. Donc il faut présenter tous les éléments. Et la plupart d'éléments essentiels se trouvent dans ce travail ici. Donc l'État peut gagner si le bloc est soumis à un appel d'offres avec toutes les conséquences financières qu'on peut en tirer. Et si l'État ne veut pas le mettre sur la liste des blocs et appels d'offres, nous, à l'université de Kinshasa, nous allons demander que ce bloc soit notre terrain expérimental. Donc nous allons encore y mener beaucoup d'études sur ce bloc-là. Au fait, moi, j'ai considéré le travail, j'ai dirigé le travail et nous avons vu que le CT Shams s'est déterminé avec le peu de moyens, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent qu'aller à l'étranger pour pouvoir faire les études de 3e cycle. Mais avec le peu de moyens dont il disposait, il a pu aboutir à un travail de titan. Et tout le monde l'a apprécié. Et je ne fais que demander à tous les jeunes qui sont dans la filière pétrole de ne pas abandonner la filière pétrole. Vous avez vu, il a quitté le pétrole, il a quitté le pétrole proprement dit, il est venu, il voudrait démontrer également
dans le cadre de ce bloc ici, qui a un intérêt minier. Et alors, les jeunes qui veulent poursuivre avec les études pétrolières ne doivent pas se décourager. Le pétrole ne va pas cesser d'être utilisé aujourd'hui. Vraiment, nous avons encore beaucoup d'années. Je vous ai souligné la fois passée qu'au niveau de l'espace africain, nous étions tout à fait opposés à l'idée de la transition énergétique à la manière européenne. Nous nous sommes dit transition énergétique c'est bien, mais pas à la manière européenne, parce que l'Afrique a un déficit énergétique très criant. 9% de la population a accès à l'électricité, et le pétrole c'est une ressource énergétique importante. Et c'est comme ça qu'au niveau des pays membres de l'Organisation de producteurs de pétrole africain, nous sommes en train de créer une banque africaine de l'énergie. Et c'est cette banque qui va commencer à financer les études pétrolières si le bailleur européen refuse. Alors, il faut tout d'abord rappeler l'aboutissement d'un travail de DEA. Un travail de DEA, c'est un travail de 3e cycle. À l'université de Kinshasa aujourd'hui, avec les recteurs, le professeur Kayembe, et puis avec tous les autres collègues qui l'assistent au niveau du comité de gestion, il y a des règles qui sont de stricte application. La première chose, c'est qu'on constitue un comité d'encadrement. Et le comité d'encadrement est composé de 3 professeurs. Et puis après, qui apprécient le travail et qui donnent les avis jusqu'à autoriser l'apprenant à déposer le travail. Dès que le travail est déposé, avant même que le travail soit déposé, il faut au moins une publication dans une revue indexée. Ce n'est pas une revue prédateur. Le travail, on a publié dans une revue de renom international. Et deuxième chose, tous les mémoires de 3e cycle doivent être soumis à un test d'anti-plagiat. Et le pourcentage retenu à l'université de Kinshasa, c'est de 15%. Si vous avez plus de 15%, le travail ne passe pas. Et ce travail ici avait un taux de plagiat de 5%. Donc vous voyez, l'originalité de ce travail commence à partir de là. Une publication dans une revue internationale, le taux de plagiat d'environ seulement 5%, donc le travail est original. De 2, des techniques que le récipiendaire a utilisées, donc on a commencé par les techniques d'analyse d'images satellitaires qui ont été confrontées avec les réalités de terrain, les vérités terrain, parce que le récipiendaire est allé sur le terrain, il a mené quelques campagnes de terrain, il a échantillonné le long de 5 coupes géologiques, le long desquelles il a pris des échantillons qui ont été analysés, et les résultats, c'est que nous avons démontré le pétrole présente un intérêt, et puis le caractère géologique de ce bloc nous laisse penser qu'il y aurait également un intérêt minier, parce qu'il y a quelques permis de recherche qui ont été sollicités dans ce bloc. Merci infiniment pour la parole. Je me nomme M. Mboudi Diambou Shams. Je suis chef des travaux à la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Je suis marié, père des enfants. Alors, à part du fait que je sois chef des travaux au niveau de cette institution qui est l'université de Kinshasa, j'ai pris l'initiative d'entamer mes études de 3e cycle, c'est-à-dire DEA, il y a de cela pratiquement 3 ans passés. Alors, sur base de cela, l'idée m'était venue en tête de jeter un œil sur un bloc que j'avais toujours considéré comme étant un bloc abandonné. Parce que après m'être lancé à la revue de la littérature, je suis tombé sur un arrêté ministériel créant un bloc pétrolier dénommé le fossé des Boma. Mais après cette revue de la littérature, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'informations là-dessus.
sur base évidemment des travaux antérieurs. Et rien d'intéressant n'avait été dit sur les contextes pétroliers de ces blocs, alors que cet arrêté ministériel existe bel et bien. Alors c'est dans cette optique que je m'étais lancé. La rive de la littérature a bel et bien été réalisée, mais il fallait penser aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en faire un travail d'abord personnel, mais aussi contribuer à l'enregistrement du dossier géologique de ces blocs pétroliers. Quand je dis personnel, c'est d'abord parce que c'est au fait un travail qui m'amène vers un niveau tel que nous venons de le voir aujourd'hui. Je soutenais mon travail, ça me donne la possibilité d'avoir mon diplôme de DEA et si possible aller jusqu'à faire de la thèse. Et pour ce qui est du dossier géologique, il est vrai qu'il y a des études qui ont été envisagées au niveau de la zone d'études, mais jusqu'à ce jour, la concrétisation souffre encore pour des raisons peut-être qui ne nous sont pas très bien dévoilées. Alors c'est ainsi que nous sommes lancés dans ce sens-là et nous croyons fermement que sur base de ce que nous avons trouvé comme résultat, il existe bel et bien un intérêt pétrolier dans la zone d'études, mais aussi un intérêt minier qui, évidemment, devront faire l'objet des études très approfondies. Alors, pour la question concernant la transition énergétique, nous pensons que quand nous parlons de la transition énergétique, nous parlons de la planète Terre où nous vivons tous. Et c'est une question qui doit concerner tout le monde. En tout cas, tout celui qui vit sur cette planète doit être quelque part tiqué par cette question et voir sur quel œil regarder notre avenir, parce que nous pensons bien que notre avenir en dépend. Alors, mais je suis tout de même de ceux qui croient fermement que certains pays, entre autres les pays africains, ont encore besoin d'exploiter leurs réserves en hydrocarbures pour voir leur économie aller de l'avant, booster leur économie. Parce que jusqu'à ces jours, moi je l'ai toujours dit personnellement que la géologie de la RDC, quand bien même nous avons l'habitude de parler d'un scandale géologique, mais les contextes géologiques même de la RDC comme tel restent encore très mal connus au niveau de beaucoup de zones de la RDC et particulièrement au niveau de ma zone d'études où je suis en train de mener mes recherches que je compte d'ailleurs poursuivre en termes de recherche doctorale. Alors, la transition énergétique, elle nous concerne tous, mais cette migration, je pense, ne doit pas se faire de manière aussi brutale. Nous devons aller palier par palier, de manière d'abord à faire bénéficier, nous, les Africains, des pays assez reculés, de nos ressources pétrolières. Mais à ce niveau, j'aimerais quand même attirer l'attention des opérateurs pétroliers à faire face à une exploitation qui soit responsable, parce que si tel serait le cas, je crois très bien que nos réserves en hydrocarbures seront non seulement exploitées, mais aussi l'aspect environnemental sera toujours pris en compte, et ce qui évidemment nous permettra de penser à un avenir prometteur pour notre planète qui nous concerne tous. Souvent, beaucoup ont cette confusion en tête quand on parle de la ville de Boma et du fossé de Boma. Il y en a qui pensent que le fossé de Boma, c'est en fait la ville de Boma en soi. La ville de Boma ne représente que pratiquement un tiers du bloc fossé de Boma, tenant compte évidemment de sa bordure ou de ses limites. Donc la ville de Boma se situe au sud-est du bloc fossé de Boma, alors que le reste de la zone n'a rien à voir avec la ville de Boma en soi. Donc la ville de Boma ne représente qu'une partie du bloc fossé de Boma, mais bien entendu la ville de Boma est incluse dans le bloc fossé de Boma. Et au niveau de la ville de Boma, en termes de son contexte géologique, d'abord sur base des travaux réalisés par Kalalantumba, l'effet professeur Kalalantumba, celui-ci a pu mettre en évidence d'abord des roches du socle précambrien, de type métamorphique mais aussi magmatique. Mais dans sa littérature, dans ses travaux, nous trouvons aussi des formations sédimentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre travail, en dehors de la carte réalisée par les profs Kalalantumba, nous sommes allés au-delà de la limite de la ville de Boma pour faire une cartographie, ce qui nous a d'ailleurs permis, au niveau de la ville de Boma, de mettre en évidence des roches sédimentaires de type carbonaté, des calcaires dolomitiques ou sinon légèrement dolomitiques, mais aussi des roches sédimentaires
de part et d'autre dans ces blocs pétroliers. Et comme l'a dit notre maître, notre professeur, ces formations sédimentaires couvrent environ 49,7% de la superficie de tous les blocs. Donc nous pensons évidemment qu'il existe un intérêt pétrolier, mais ne nous limitons pas seulement qu'au niveau de la ville de Boma, car les blocs vont au-delà de tout ça. J'aimerais exprimer un sentiment de joie, parce que je me suis senti accompagné d'abord par mon promoteur. Il était toujours là pour moi quand j'avais besoin de lui. Face à mes différentes préoccupations, il s'est toujours montré ouvert. Il y avait toujours une orientation donnée, ce qui, à mon niveau, je pense que m'a permis d'aller jusqu'au bout. Évidemment, comme vous l'avez constaté lors de mon exposé, c'est en fait une étude jusque-là qui a évidemment fourni des résultats, mais nous y sommes encore, parce que nous ne visons pas rester qu'au niveau de la recherche du 3e cycle, mais nous voyons beaucoup plus la thèse, donc c'est vers ça que nous allons. Et vraiment, de manière générale, c'est vraiment pour moi une joie immense, évidemment accompagnée d'une certaine satisfaction, que évidemment nous pensons pouvoir trouver beaucoup plus en termes de résultats au niveau de la zone d'étude, et nous croyons bien que ça sera intéressant et cela va constituer un dossier très très performant pour la République démocratique du Congo. Pour être honnête, c'est vrai, le travail a été réalisé par nous, mais quand on fait face à nos maîtres, à nos professeurs, et qu'on sait qu'après cet exposé, il y aura toujours des questions, une forme de stress existe, et cela nous a aussi animés quelque part, mais au fond de nous, nous étions restés optimistes et nous croyions en nous, nous étions sûrs de pouvoir relever ces défis, et je pense que ça a été au fait le cas. Je pense qu'au stade actuel, d'abord j'attire l'attention de mes collègues, mais aussi de ceux qui suivent les chemins que nous sommes en train de poursuivre jusqu'à ce jour, de toujours croire en eux et surtout de continuer à rechercher ce que nous appelons l'intérêt pétrolier des différents bassins qui regorgent la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons du bassin côtier, mais il y a d'autres bassins qui existent, entre autres celui de la Kivu centrale, ainsi que celui de la branche ouest du rift est africain. Mais vous remarquerez que jusqu'à ce jour, si nous voulons parler de la base géologique pétrolière, bien entendu, de la République démocratique du Congo, il y a encore un manque criant en expertise. Donc, il est très certainement intéressant, il sera intéressant que non seulement nous, mais sinon des jeunes qui aspirent à ce que nous avons aussi comme vision, de pouvoir se lancer au niveau des autres zones ou des autres bassins qui existent, afin de mener des études plus ou moins comparables à ce que nous sommes en train de faire. Je pense que dans ce sens-là, l'université, quelque part, aurait joué son rôle de pouvoir accompagner les professionnels au niveau des différents secteurs, en particulier les secteurs pétroliers. Comme nous l'avons annoncé, vous avez donc suivi la défense du CT, du chef de travaux Moudi Shams, qui a également obtenu une mention grande distinction. Et vous avez suivi tour à tour le professeur Wechondo, également un témoignage de la belle-mère du CT Shams. Sinon, félicitations aux récipiendaires et plein de succès au chef de travaux, parce que cette recherche s'inscrit dans la logique d'obtention d'une thèse doctorale. Et nous allons continuer à parler énergie, rien que l'énergie, pour que la RDC et l'Afrique se développent. Merci beaucoup au professeur Wechondo, merci au professeur Diemou Chiband et à tous les amis qui nous reçoivent ici à l'UNIKIN, à tous les étudiants et à vous qui avez choisi cette émission comme référence de l'information dans le secteur énergétique. Au revoir.